Respecter le consentement et la base légale, ça fait partie des fondamentaux de la conformité RGPD. Alors, c'est peut-être pas l'élément qui va générer le plus de sanctions, mais par contre, c'est vrai que le consentement, la validité du consentement et de la base légale, on va voir que le consentement, en fait, appartient à ce que l'on appelle la base légale. Donc, on va voir ces éléments-là. Et en fait, ça fait partie un peu des piliers parce que lorsque les entreprises collectent des données prospects, en fait, ça repose la majorité du temps sur le consentement. Et donc, si le consentement est vicié, c'est-à-dire que si l'acquisition des données n'a pas été faite de manière conforme à ce que le RGPD demande, eh bien, en fait, toutes les données devront être effacées. Et je vais vous montrer un cas là dans lequel effectivement une entreprise a pris un demi-million d'euros d'amende parce qu'effectivement le consentement n'avait pas été acquis valablement en matière de prospection commerciale, ou un autre exemple où la CNIL a ordonné l'effacement de 60 millions de fiches prospects qui n'avaient pas été acquis. Alors ça fait partie vraiment des premières sanctions qui avaient été prononcées en 2018 lorsque le RGPD est entré en vigueur. La CNIL a fait des contrôles et ils se sont rendus compte effectivement que voilà, il y avait des applications qui collectaient des données de manière illicite sans que le consentement ait été respecté, et donc la CNIL a demandé l'effacement de toutes les données. Donc voilà, ça peut être ça peut avoir des conséquences qui sont considérables sur les entreprises, sur tous les process d'acquisition, sur tous les process marketing, d'acquisition de prospects. Voilà, donc ça, il faut faire quand même très attention, d'autant que c'est hyper facile d'avoir un consentement valable. C'est vraiment pas compliqué. Je vous montre deux exemples de formulaires. Le premier sur voilà, une collecte de leads qui est très simple. Donc voilà, sollicitez-nous pour assurer votre conformité RGPD. C'est un exemple, voilà, c'est un formulaire d'exemple que l'on a mis en place. Vous voyez que globalement, il n'y a pas grand-chose sur le formulaire. Il y a 3 lignes de texte à mettre et puis un lien vers des mentions légales. Donc, ce n'est pas ce qui va vous tuer en termes de conformité RGPD. Ça prend 20 minutes, 10-15 minutes, le temps de rédiger ça et puis ensuite simplement de mettre ça sur le formulaire. Donc, ce n'est pas très complexe. Je vous montre un autre exemple de consentement qui est valable, qui est pour l'acquisition, pour le téléchargement d'un livre blanc, d'un e-book. Vous avez voilà, le détail du traitement qui est opéré. Vous avez les liens vers la politique de protection des données personnelles et une mention légale, et vous avez tout ce qu'il faut dessus. Et là, on est tranquille. Donc voilà, il n'y a pas de question est-ce qu'il y a un risque. Il y a zéro risque par rapport à ça. Et donc voilà. Alors, le point qu'il faut bien comprendre, c'est que le consentement, en fait, appartient à ce que l'on appelle la base légale. Donc, c'est indiqué dans l'article 6. Qu'est-ce qu'on entend par base légale? Eh bien, c'est simple. En fait, il n'y a que 6 cas dans lesquels vous pouvez légalement collecter des données à caractère personnel. Et donc, soit vous êtes dans un de ces 6 cas, et donc là, vous avez le droit de collecter des données, soit vous n'êtes pas dans ces 6 cas, et donc vous n'avez pas le droit de collecter des données à caractère personnel. Et donc, c'est important de vraiment valider sa base légale et d'être sûr que, voilà, on est dans un de ces 6 cas-là. Alors, on parle de base légale, on parle également de fondement juridique du traitement, ou de base juridique du traitement, ou de licéité et de légalité du traitement. Tout ça, c'est la même chose. On se réfère en fait à l'article 6 qui va nous indiquer que le traitement est légal si, alors, premier cas, la personne concernée a consenti au traitement de ces données à caractère personnel pour un cas, une ou plusieurs finalités spécifiques. C'est-à-dire que là, effectivement, le premier cas, c'est on va demander à la personne, est-ce que vous nous autorisez à traiter vos données à caractère personnel pour une finalité précise? Et effectivement, la personne va vous dire bah oui ou non, et puis elle va vous donner le consentement de traiter ces données ou pas. Ça, c'est premier cas. Deuxième cas, c'est si le traitement est nécessaire à l'exécution d'un contrat auquel la personne concernée est partie, ou à l'exécution de mesures précontractuelles prises à la demande de celle-ci. Donc typiquement, ça vise des cas dans lesquels voilà, c'est de la collecte de leads. Voilà, nous sommes une entreprise X ou Y, vous pouvez nous contacter, et puis on collecte vos données, on va analyser votre demande, et puis on va vous faire une proposition commerciale. Voilà, ça c'est un exemple. Ou en matière contractuelle, par exemple, si en matière de contrat de travail, eh bien évidemment, le traitement des données est nécessaire à l'exécution du contrat, et donc de ce fait, on va opérer un certain nombre de traitements de données à caractère personnel. Même chose pour des mesures précontractuelles. Tout ça, ça ressort du contrat, ça ressort de l'opération juridique qui existe déjà. Troisième cas, c'est si effectivement le traitement est nécessaire au respect d'une obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis. Alors, je donne un exemple en général assez amusant qui vous permet de bien illustrer le fait que voilà, cette base légale. Imaginez que si le fisc français ne disposait pas de cette base légale, eh bien la collecte des données sera impossible parce que tout le monde, ça reposerait sur le consentement. Évidemment, personne ne donnerait son consentement au traitement de ces données. Voilà. Donc tout ça pour vous, c'est un exemple un peu amusant, mais qui va vraiment vous faire impacter sur le fait que dans certains cas, la loi impose le traitement des données à caractère personnel. Par exemple, en matière fiscale, en matière de comptabilité, on va trouver beaucoup de traitements qui sont nécessaires, qui sont obligés, qui sont imposés par la loi.
loi, ou en matière par exemple de droit du travail, où effectivement là on va voir pour tout ce qui est collecte de données liées à la retraite, ou voilà tout un tas de traitements qui sont mis en place. Là il y a des traitements de données à caractère personnel qui sont obligatoires, et donc vous n'avez pas le choix, vous êtes tenu d'opérer ce traitement, de collecter les données. Voilà, donc c'est la loi qui l'impose. Le cas numéro suivant, c'est lorsque le traitement des données est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux d'une personne. Alors vous imaginez bien que si vous arrivez aux urgences dans le coma, on ne va pas attendre votre consentement que vous vous réveillez, parce que précisément vous êtes dans l'incapacité de manifester quoi que ce soit, et donc vous avez besoin de soins, et donc pour l'intérêt vital d'une personne, évidemment, on va opérer le traitement des données, on ne va pas faire de procédure plus que ça, on va aller à l'essentiel tout de suite. Et donc voilà, ça c'est une base légale qui autorise évidemment le traitement des données à caractère personnel d'une personne. Cas numéro 5, c'est lorsque le traitement est nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public ou relevant de l'autorité publique dont est investi le responsable du traitement. Donc ça vise vraiment les administrations, tout ce qui est l'intérêt public de manière générale. Et puis dernier cas, alors là il faut faire vraiment très attention parce que ce cas est assez problématique, c'est lorsque le traitement est nécessaire aux fins des intérêts légitimes poursuivis par le responsable du traitement ou par un tiers, à moins que ne prévalent les intérêts et les libertés et droits fondamentaux de la personne concernée. Alors tout ça c'est une base légale pour laquelle il faut être vraiment très précautionneux. Pourquoi ? Parce que lorsque le RGPD est arrivé en 2018, on a beaucoup de personnes, beaucoup d'entreprises qui ne connaissaient rien à la protection des données personnelles, qui se sont dit, bon voilà, en fait on a vu cette base légale, on a entendu parler de ça sur un forum, et donc on va faire reposer tous nos traitements sur cette base légale. Grosse erreur, puisque ça a donné lieu à des condamnations. Donc cette base légale est vraiment très spécifique. Donc ça peut viser des cas dans lesquels on ne va pas demander le consentement de la personne, on n'est pas dans le cadre d'un contrat. Un exemple fréquemment utilisé, c'est en matière de vidéosurveillance, où là effectivement l'intérêt du responsable de traitement, l'intérêt par exemple de l'entreprise d'assurer la protection de ces bâtiments, va justifier le fait de ne pas demander le consentement de la personne pour un traitement qui est assez spécifique. Et donc le problème de ça, c'est qu'on ne peut pas utiliser cette base légale dans les cas dans lesquels, par exemple, le consentement peut fonder le traitement. Et donc, cette base légale, elle va ouvrir potentiellement à des abus. Et donc, il faut faire très attention, puisqu'on va devoir mener un test d'équilibre. Donc, il va falloir s'assurer que, effectivement, les droits ou l'intérêt légitime du responsable du traitement, de mettre en place un traitement de données à caractère personnel, eh bien, ne va pas contrebalancer trop les droits de la personne concernée, les droits et libertés de la personne concernée. Et donc, il faut qu'il y ait un équilibre entre les deux. Et s'il y a un déséquilibre, eh bien, le traitement sera illicité. Donc, vous n'aurez pas de base légale. Donc, c'est pour ça que cette base légale est assez touchy. Il faut faire attention quand vous l'utilisez. Le point important à comprendre, c'est que vous devez avoir une base légale. C'est imposé par le RGPD. Si vous n'avez pas de base légale, forcément, le traitement est illicite. Et donc, on a des exemples. Voilà, par exemple, Clearview a été sanctionné à 20 millions d'euros d'amende et l'effacement de toutes les données parce que, effectivement, eux n'avaient pas de base légale. Alors, je vous montre à quoi ça ressemble lorsque vous mettez en place cette base légale dans le registre. Eh bien, vous allez cocher la bonne case par rapport à ça. Donc, ici, c'est un exemple de traitement sur une newsletter commerciale. Voilà, la personne concernée a consenti au traitement de ces données. Et là, vous avez une base légale. C'est bien, tout est documenté par rapport à votre fiche. Alors, si vous avez une question, vous ne savez pas trop, voilà, est-ce que c'est la bonne base légale ? Pas d'inquiétude. Aujourd'hui, on a des outils d'IA qui sont fantastiques, qui vont vous permettre de vous aider dans cette documentation et de vous aider à choisir la bonne base légale. Alors, je vous montre une démo dans laquelle on va prendre l'exemple d'un traitement de données à caractère personnel de gestion de la facturation. Et donc, normalement, ce traitement doit reposer sur deux bases légales. La base légale contractuelle, puisque voilà, ça fait partie du contrat, on va traiter un certain nombre de données. Et puis, la base légale, l'obligation légale, parce que effectivement, la loi impose, notamment pour assurer la comptabilité des entreprises, le traitement et la collecte de certaines autres données. Donc du coup, voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va éliminer ces bases légales et on va dire que ça repose sur la sauvegarde des intérêts vitaux. Donc évidemment, ça n'a aucun sens, mais c'est pour vous montrer qu'il y a des outils d'IA aujourd'hui qui vont vous permettre de détecter la mauvaise base légale et de vous dire que voilà. Donc vous pouvez mettre en place, à partir du moment où voilà, on a mis en place la base légale et qu'on n'est pas trop sûr, ce que l'on peut faire, c'est mettre en place un audit. On a des outils, par exemple avec Legiscope, qui vont vous permettre de réaliser un audit qui va vous dire que voilà, effectivement, votre base légale, là, elle pose problème et que l'intérêt vital n'est pas une base juridique appropriée pour le traitement pour les traitements liés à la gestion de la facturation. Ce traitement devra se baser sur la nécessité d'exécution contractuelle ou une obligation légale auquel le responsable du traitement est soumis. Donc, vous voyez, donc là, avec des modifications proposées qui vous disent, voilà, vous devez changer votre base légale. Donc, aujourd'hui, on a des outils d'IA qui sont extrêmement performants. Si vous êtes perdu, vous pouvez toujours vous référer à ça. Ça va vous aider à avancer de manière pratique et concrète. Alors, comment procéder manuellement à
à l'analyse de la base légale, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, la méthode que j'enseigne depuis une quinzaine d'années, c'est de procéder par élimination. C'est-à-dire que ce que l'on doit faire, c'est on doit d'abord se poser la question, est-ce que le traitement est mis en place en vertu d'une obligation légale? Est-ce qu'on a une obligation de traiter les données? Oui ou non? Eh bien, à partir de là, ça va nous permettre de dire de manière très simple que voilà, le traitement repose sur l'obligation légale ou pas. Alors là, ça, en général, c'est assez clair. Donc on peut éliminer cet élément-là. Deuxième élément, on va pouvoir éliminer les intérêts vitaux parce que ça c'est assez facile. Soit on est dans un cas dans lequel vous êtes un hôpital et auquel cas vous avez un certain nombre de traitements qui peuvent reposer sur l'intérêt vital ou le contractuel en fonction de là où vous êtes, en fonction si la personne peut ou pas répondre, voilà, et en état de répondre. Et donc voilà, cette base légale est assez simple, on peut l'éliminer de manière assez facile. Ensuite, est-ce que l'entité a une mission d'intérêt public ou est une autorité publique? Donc ça, voilà, ça vise des cas spécifiques. Donc là, on est assez clair. Et puis, est-ce que vous êtes dans un cadre contractuel ou pré-contractuel? Donc là, ça va viser vraiment tous les autres cas. Si c'est dans le cadre, par exemple, de la collecte de leads, si vous êtes pour une prestation spécifique, si vous êtes dans un cas où voilà, vous avez des conditions générales de vente, un site e-commerce, tout ça, c'est du contractuel. Et donc là, il y a une base légale qui va fonctionner. Sinon, eh bien, est-ce que ça peut reposer sur le consentement avec toujours une logique qui est spécifique au consentement, c'est-à-dire qu'une personne peut toujours vous donner le consentement et le retirer juste après. Donc c'est vraiment partie des points qui sont fondamentaux liés au consentement, c'est qu'une personne donne son consentement et il va le retirer quand elle le souhaite. Donc ça fait partie de l'économie générale de la base légale liée au consentement. Et puis à défaut, si on n'a rien de tout ça, eh bien on peut se baser sur les intérêts légitimes et auquel cas il va falloir faire un test d'équilibre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas juste se baser sur les intérêts légitimes comme ça. Il faut s'assurer qu'on est bien cadré par rapport à ça. Donc voilà, je vous montre un schéma très simple. Je vous donne quelques exemples pratiques. Alors, la mise en place d'un système de détection d'intrusion sur un réseau. Là, ça va être l'intérêt légitime ou une obligation légale, parce que l'article 32 impose la mise en place de mesures de sécurité. Donc les deux pourraient fonctionner. La vente en ligne de produits, de services, là ça va être le contrat. La gestion de la messagerie professionnelle, ça peut être le contrat ou l'intérêt légitime. La gestion des agendas professionnels, ça peut être l'intérêt légitime ou le contrat. La gestion de la facturation, c'est une obligation légale. La vente de formation, contrat précontractuel. La gestion des demandes de droit au titre du RGPD, c'est l'obligation légale. Et des commentaires sur un article d'un blog, ça repose typiquement sur le consentement. Comment est-ce qu'on acquiert un consentement? Je vous donne rapidement la définition du consentement. C'est toute manifestation de volonté libre, spécifique, éclairée et univoque par laquelle la personne concernée accepte par une déclaration ou par un acte positif clair que les données à caractère personnel la concernant fassent l'objet d'un traitement. Donc là, il y a un certain nombre de conditions qui sont très importantes. Il faut qu'il y ait une manifestation de volonté, il faut qu'elle soit libre, il faut qu'elle soit spécifique, il faut qu'elle soit éclairée, que ce soit univoque, donc il n'y a pas que ce soit pas équivoque, et que la personne concernée accepte par une déclaration ou un acte positif. C'est-à-dire que le silence ne peut jamais valoir acceptation ou consentement de manière générale, et il faut que effectivement la personne accepte que ces données soient traitées. Alors, je vous donne quelques exemples de questions qu'on m'a souvent posées. Si je prends tous les emails dans ma boîte mail et que je les inscris à ma newsletter, est-ce que ça peut reposer sur le consentement? Bah non, parce que la personne n'a pas accepté d'elle-même par un acte positif ici qu'effectivement elle acceptait de rentrer dans le traitement de ces données à caractère personnel. Donc là, le consentement n'est pas acquis de manière assez claire. Votre employeur vous présente le document suivant et vous demande de le signer. Déjà, ça part mal. Consentement pour l'utilisation de vos données pour le suivi de carrière dans l'entreprise. Eh bien là, effectivement, en matière de droit du travail, ce sera de manière générale assez systématiquement non. Pourquoi? Parce qu'effectivement, au regard de la relation de travail, comme il y a une relation de dépendance et puis de contrôle de la part de l'employeur sur le salarié, eh bien, on considère que le consentement on peut difficilement acquérir le consentement parce que le consentement n'est pas vraiment libre. Comme il s'insère dans une relation dans laquelle voilà, une personne est subordonnée, donc forcément la liberté est assez limitée. Donc on considère qu'en matière de droit de travail, c'est pas impossible d'acquérir le consentement, mais c'est assez délicat à avoir. Un autre exemple, un formulaire sur un site web indique entrez vos données pour que nous puissions vous aider. Et bien là, en l'occurrence, c'est évidemment, ça va être problématique parce que c'est pas assez spécifique et donc voilà, vous aider, c'est vraiment trop général. Voilà, donc il faut être quand même assez spécifique par rapport à ça. Dernier exemple, une entreprise vous demande si elle peut copier-coller des données des clients inscrits dans une newsletter sur la perte de poids
dans une nouvelle newsletter sur comment gagner de l'argent en entreprise. Eh bien là, non, parce qu'en fait, le consentement a été donné, si on suppose que le consentement a été donné pour une newsletter, eh bien c'est vraiment spécifique, c'était pour cette finalité. Et donc là, il y a une nouvelle finalité qui vient d'arriver, et donc c'est complètement différent. Donc là, voilà, faites attention au consentement. Alors, je vais vous montrer une deuxième démo qui va vous permettre de vous rassurer sur comment est-ce que je peux m'assurer que voilà, le consentement a bien été acquis lors de la collecte de leads. Aujourd'hui, on a des outils d'IA qui vont vous permettre d'analyser les formulaires de collecte de leads, qui vont analyser l'ensemble des champs, qui vont analyser l'ensemble des outils, qui vont analyser les mentions légales que vous avez pu mettre, qui vont analyser vraiment l'intégralité des conditions qui sont liées à la base légale, qui sont liées au consentement, et vous allez simplement entrer l'URL de votre formulaire et en l'occurrence ici Legiscope va analyser l'intégralité du respect de la base légale, vous s'assurer que voilà, tout soit vraiment bien conforme et vous faire un retour, un feedback sur voilà, par exemple ici la base légale n'est pas correcte, le consentement, il vous manque des éléments liés au consentement, il vous manque des éléments liés au retrait du consentement. Donc là on a vraiment un outil qui est absolument incroyable. On l'a fait tourner sur plusieurs auprès de plusieurs experts DPO externalisés qui travaillent tout le temps avec leurs clients. Effectivement, ils ont analysé leur propre formulaire de collecte de données personnelles et il y a des retours qui sont absolument voilà, c'est waouh. On a vraiment des outils aujourd'hui d'intelligence artificielle qui sont absolument incroyables par rapport à ça. Et donc voilà, donc là encore un élément pour pouvoir vous rassurer qui est lié au fait qu'aujourd'hui on a des outils qui peuvent vous accompagner de manière vraiment très professionnelle, de manière très précise et vous aider à documenter voilà, enfin, déjà vous assurer que voilà, tout est fait de manière correcte et puis ensuite documenter les traitements de manière vraiment précise. Alors, dans les obligations que vous allez devoir avoir par rapport au consentement, vous allez devoir tracer le consentement, c'est-à-dire que vous devez vous assurer que voilà, le consentement a bien été acquis. Et si on vous demande que voilà, qu'en est-il de, est-ce que vous avez mon consentement, vous devrez être tenu de prouver le fait que le consentement a bien été acquis. Donc, vous devez garder un certain nombre de traces, d'éléments qui vont prouver que le consentement a bien été acquis auprès de la personne concernée. Alors, vous pouvez simplement tracer le process d'acquisition du consentement. Vous n'avez pas besoin de tracer, d'avoir une signature de la personne. À partir du moment où vous avez le process, ça peut être largement suffisant, mais vous devez vous assurer d'avoir ces traces. Alors si effectivement le consentement est acquis sur papier, bah voilà, vous l'avez, là vous avez une trace signée par exemple, donc là c'est bien à conserver parce que vous devrez être en mesure de prouver ces éléments-là. Alors, dernier point relatif au consentement, vous devez en même temps... Alors, le consentement fonctionne de cette manière très spécifique, je l'ai déjà expliqué de manière rapide, c'est-à-dire que le consentement doit pouvoir toujours être donné et retiré quand la personne le souhaite. Ça c'est vraiment un élément fondamental du consentement, qui est que à partir que la personne peut décider d'entrer et de sortir du traitement quand elle le souhaite. Donc ça, typiquement, on a un exemple parfait, c'est la newsletter, où une personne peut dire, voilà, moi je vais rentrer dans votre newsletter, je vais recevoir vos informations, mais je veux pouvoir me désinscrire quand je le souhaite, et ça doit être mis en place de manière aussi simple, c'est-à-dire que l'entrée dans le traitement doit être aussi simple que la sortie du traitement. Donc il y a vraiment le consentement doit être donné, peut être retiré exactement de la même manière. C'est inscrit dans l'article 7. La personne concernée a le droit de retirer son consentement à tout moment et le retrait du consentement ne compromet pas la licéité du traitement. Et la personne concernée est informée avant de donner son consentement, effectivement qu'elle peut retirer son consentement. Et la règle vraiment la plus importante, c'est qu'il doit être aussi simple de retirer que de donner son consentement. Donc on a vraiment un élément d'égalité là. Ça doit être, voilà, vous devez mettre en place vos procédures pour vous assurer que voilà, le consentement est donné mais peut être retiré de manière aussi facile. Et il faut bien en informer l'utilisateur.